Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de la vidéo pour une surprise. Je m'assieds parce que mes vertèbres sont à peu près dans l'état de ma barbe et de mes cheveux, ça commence à bien blanchir. Vous avez le titre là. Alors l'eau dans le système solaire, c'est une très vieille histoire. Hein. L'eau sur Mars, tous les 6 mois, les journalistes nous disent qu'il y a de l'eau sur Mars. On va enfin savoir s'il y a de l'eau sur Mars. Nous, on va simplement regarder l'eau dans le système solaire. Qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis 15-16 ans? Arbitrairement, on peut s'arrêter le 1er janvier 2001, le début du XXe siècle. Tout ce qui a lieu avant ne nous intéressera que très modérément. Alors, avant de parler d'eau dans le système solaire, vous connaissez tous ce que c'est qu'une galaxie. Le système solaire est quelque part par là. Et une galaxie, de quoi c'est fait? Quand on analyse la lumière des galaxies, qu'on prend à peu près 1 milliard d'atomes au hasard, on voit que dans ce milliard d'atomes qu'on a pris, qu'on a bien mélangé la galaxie, il y en a à peu près 910 000 ions qui sont de l'hydrogène. Il y a un peu d'hélium, 88 millions. Ensuite, c'est l'oxygène, il y en a déjà beaucoup moins, 800 000. Puis vient le carbone, l'azote, le néon. En tant que géologue, ce qui fait les cailloux, grosso modo, c'est le silicium, le magnésium, l'aluminium, le calcium. Vous voyez qu'il y en a largement moins, un peu de fer aussi. Et j'ai mis en bleu l'hydrogène et l'oxygène, qui sont les éléments, le premier et le troisième, le plus abondant de l'univers. Et l'eau, qui est H2O, étant fait du premier et du troisième élément de l'univers, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'eau dans l'univers. Souvent, je fais des conférences et on me dit d'où vient l'eau. Ils se posent la question d'où vient l'eau, ils ne se posent pas la question d'où viennent les cailloux. Pour les cailloux, c'est fait avec des éléments qui sont beaucoup plus rares que l'oxygène et l'hydrogène. Alors, voici la meilleure image, entre guillemets image, d'un système planétaire en formation. C'est obtenu par ALMA. Ça vous donne des températures. Là, il fait chaud, là, il fait froid. Là, j'ai mis l'orbite de Neptune. En fait, un système solaire, ça commence comme ça. Des gaz et des poussières qui tournent autour du futur Soleil. Alors ça, c'est une vraie image. Ça, c'est une image d'artiste qui a été faite avant. Et c'est intéressant de remarquer la correspondance entre la vraie image et l'image d'artiste faite avant. Donc, avant d'avoir vu en vrai, on avait déjà des bonnes idées. Et dans un système solaire en formation, grosso modo, près du centre, il fait chaud. Comme il fait chaud, les poussières, il n'y a que le fer et les silicates qui sont sous forme de poussière solide, mais tout le reste, l'eau, le monoxyde de carbone, le méthane et tout ça, c'est gazeux. S'il fait 200-300 degrés, l'eau, c'est de la vapeur d'eau. Donc, on a des poussières solides, fer et silicates, qui flottent dans un gaz, surtout hydrogène et hélium, mais avec des tas de choses comme de l'eau, l'ammoniac et tout ça. Loin du centre, il fait beaucoup plus froid. Alors, le fer et les silicates sont évidemment toujours solides, sous forme de poussière, mais l'eau, le méthane, l'ammoniac et tout ça sont sous forme de cristaux de givre. Là, c'est des poussières de silicates. Là, il y a toujours des poussières de silicates, mais il y a des cristaux de givre. Et ces givres, c'est du givre d'eau surtout, parce que rappelez-vous que l'eau, c'est beaucoup plus abondant que tout le reste. Des cristaux de givre d'eau, mais un peu d'ammoniac, etc. Tout ça flottant dans l'hydrogène et l'hélium qui sont encore gazeux, malgré la basse température. Alors c'est en se rassemblant que ces poussières, qu'elles soient de fer silicate ou de fer silicate plus glace diverses, se sont rassemblées pour faire les planètes. Alors les poussières qui se sont rassemblées pour faire les planètes du système solaire interne, eh ben, ça fait des corps rocheux et anhydres. Alors rocheux, anhydre, c'est tout à fait le cas de la Terre. J'aime bien dire que la Terre est anhydre. Les gens disent quoi? La Terre est anhydre, mais c'est la planète bleue. Mais enfin, on nous aurait menti. La Terre, c'est à peu près 0,5 pour 1000 en masse d'eau. 0,5 pour 1000, comme je dis rigolant, on dirait l'augmentation de salaire des fonctionnaires, on ne s'en rend pas compte, ça n'existe pas. Donc la Terre est très anhydre, il y en a un petit peu en surface, mais bon, ça intéresse que les poissons. Donc le système solaire interne est anhydre. On pourrait se demander d'où vient le petit peu d'eau qu'on a. Par contre, le système solaire externe doit être principalement fait de glace, surtout glace d'eau, mais glace d'ammoniac et tout ça. Et les plus gros de ces corps, principalement faits de glace, ont capté de l'hydrogène et de l'hélium et ont fait les planètes géantes. Donc voilà le système solaire. Alors il y a une petite complication, c'est qu'au tout début de son histoire, alors que Jupiter et Saturne avaient déjà une belle taille, une belle masse, peut-être pas comme c'est dessiné ici, les planètes du système solaire interne n'étaient pas encore rassemblées, et il y a eu des tas de migrations pendant que les planètes du système solaire interne, la Terre en particulier, se formaient. Il y a Saturne et Jupiter qui sont avancés, qui ont reculé, avant d'atteindre finalement leur place actuelle. Et tout ça, ça fait un gros bazar.
dans les petits corps non accrétés de glace et dans les petits corps non accrétés de cailloux, pour simplifier. Et on a mélangé tout ça, ce qui fait que, par exemple, actuellement, on a des astéroïdes qui sont très riches en glace et d'autres qui sont très pauvres en glace. Et puis surtout, il y a des corps du système solaire lointain, des petits corps de glace, qui sont venus dans le système solaire interne, tout ça dans les 100 premiers millions d'années du système solaire, et qui ont contaminé en eau toutes les planètes du système solaire interne. Il y a eu donc un énorme bombardement qui a amené l'eau et tout le reste dans les 100 premiers millions d'années. Alors ça continue encore un peu aujourd'hui, on a quelques météorites et quelques comètes qui peuvent nous tomber dessus, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui est arrivé dans le temps. Et l'eau qu'on va boire tout à l'heure, si on boit de l'eau, ça, cette origine-là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inventaire de tous les corps du système solaire où il y a du nouveau depuis 16 ans. Alors, le premier corps qu'on va regarder, c'est l'eau. C'est la Lune. Alors, sur la Lune, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'eau. Pas beaucoup, en tout cas. On y est allé, vous avez un monsieur qui se promène, tout va très bien. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Mais même si vous en mettez, il fait 120 degrés le jour, la pression est nulle, donc le vide. À 120 degrés et dans l'atmosphère, vous renversez de l'eau liquide, elle s'évapore tout de suite. La gravité est trop faible, elle part. Alors la nuit, il fait moins 150. Si vous renversez de l'eau dehors la nuit, elle va tout de suite geler, moins 150, bouillir et geler à la fois. Et puis dès que le jour se lève, pouf, elle va se sublimer. Donc il n'y a pas d'eau sur la Lune, c'est parfaitement normal. C'est ce qu'on apprenait à l'école quand on faisait des choses à l'école. Alors, il y a quand même un tout petit problème, c'est qu'au pôle de la Lune, l'axe de rotation de la Lune est perpendiculaire à l'écliptique de la Lune, si je puis dire. Les fonds des cratères lunaires au pôle ne reçoivent jamais le Soleil. Donc c'est la nuit perpétuelle et la température théorique au fond des cratères polaires de la Lune, nord et sud, c'est moins de 100 degrés. Et si on y mettait de l'eau, à moins de 100 degrés, eh ben, elle pourrait rester, sous forme de glace évidemment. Donc il y a longtemps, des gens qui ont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'eau dans les cratères polaires? Mais alors le problème, c'est comment les voir dans ces véritables trous noirs qui ne sont jamais éclairés par le Soleil. Alors d'abord, on peut se demander d'où viendrait cette eau. S'il y en a, il faut bien qu'elle vienne quelque part. Eh bien, rappelez-vous ce que je vais vous montrer il y a 3 ou 4 diapositives. Il y a encore des corps du système solaire externe, ou moyens, qui tombent sur la Terre et sur la Lune et qui peuvent amener de l'eau. Des corps qui nous tombent dessus, qui ont de l'eau, il y a une certaine classe de chondrites, météorites, qu'on appelle les chondrites carbonés, qui peuvent contenir jusqu'à 10% d'eau. Et puis il y a les comètes, qui peuvent contenir jusqu'à 80% d'eau. Donc de temps en temps, il se peut très bien qu'une chondrite carbonée ou une comète tombe sur la Lune. Alors si elle tombe sur la face nuit, bon, l'eau contenue dans la comète, par exemple ici, est tout de suite vaporisée. Comme il fait froid, ça fait du givre. Et il y a du givre qui se condense là, autour de là où est tombée la comète. Le jour se lève, piouf, le givre s'en va. Sauf s'il y a du givre qui est tombé dans les cratères polaires, auquel cas, comme c'est la nuit et le froid perpétuel, il n'y serait jamais il ne partirait jamais. Ça serait peut-être un pâle reflet, cette arrivée d'eau potentielle sur la Lune, de ce qui est arrivé sur Terre au tout début du système solaire. Alors d'abord, la première chose, est-ce qu'il fait vraiment froid au niveau des cratères polaires? Eh bien, la mission LRO, qui date de 2009, a mesuré, en étant en orbite polaire autour de la Lune, la température de la Lune. Alors, elle a fait ça pendant plus d'une année de suite. Donc ça, c'est là. Évidemment, si elle avait fait ça en instantané, il y aurait la moitié de la Lune qui serait le jour et la moitié de la Lune qui serait la nuit. Mais il suffit de passer plusieurs fois de suite. Et vous avez ici la température de nuit. Alors, il fait très froid. Vous avez l'échelle des températures, hein, c'est vraiment pas chaud. Avec des taches violettes qui sont vraiment particulièrement froides. Ça, c'est la nuit. Et puis, ça, la température de jour. Et vous voyez que malgré que ce soit le jour, il y a des zones où il fait extrêmement froid, largement moins, il fait moins de 130 degrés dans les zones violettes, malgré le jour. Donc il y a des cratères lunaires au fond de lesquels il fait très froid. Alors, j'en parle un petit peu, bien que ça a des résultats qui datent de 1999, donc c'est un peu hors sujet. Il y a une sonde Lunar Prospector, qui était américaine, qui a été mise autour de la Lune en 98-99, qui avait un détecteur d'hydrogène. S'il y a de l'hydrogène, il y a du deutérium, qui est l'isotope lourd de l'hydrogène. Donc dans de la glace, il y a de la glace d'eau lourde. Cette glace d'eau lourde reçoit les rayonnements cosmiques, ça fait des réactions nucléaires et ça émet des neutrons. Et en fonction du flux de neutrons qu'on reçoit, on peut savoir s'il y a un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout d'hydrogène. Simplement hydrogène, ce n'est pas de l'eau, c'est l'hydrogène.
Et la sonde Lunar Prospector avait fait en 1999 cette carte. Alors là, vous avez une photo aérienne, si je puis dire, du pôle sud de la Lune. Ce qui est noir, c'est que c'est toujours noir. Et vous voyez que là, il y a une carte en couleur. Quand c'est bleu, foncé, c'est qu'il y a beaucoup d'hydrogène. Quand c'est bleu clair, un petit peu. Puis quand c'est vert, jaune ou rouge, il n'y en a pas du tout. Et vous voyez une bonne correspondance entre les composés hydrogénés qu'il y a et les régions où il ne fait jamais jour, donc toujours froid. Mais hydrogène ne veut pas forcément dire eau. Ça pourrait être de l'ammoniac, de la crème chantilly, que sais-je encore. Alors, autre façon de voir, c'est de voir le fond de ces cratères toujours noirs. Alors, c'était fait par une mission japonaise qui a été lancée en septembre 2007. Ça, c'est juste le pôle sud qui est au bord d'un cratère. Le fond de ce cratère est toujours dans le noir. Mais la sonde a profité du fait qu'il avait un bord du cratère qui était bien éclairé par le soleil. Et le fond du cratère était éclairé par la lumière réfléchie sur le bord du cratère. Ils ont violemment surexposé leurs photos et on voit le fond du cratère. Il n'a rien de spécial, si ce n'est qu'il n'est pas plus blanc que le reste à côté. Le reste à côté, de temps en temps, on le voit le jour. Ça, c'est à la couleur de la Lune, et ça a aussi la couleur de la Lune. Donc le fond de notre cratère, il n'y a pas de choses blanches au fond. S'il y a de la glace, c'est de la glace très sale. C'est ce que j'ai marqué, pas de glace vive. C'est plutôt la mer de glace comme maintenant, et non pas la mer de glace comme il y a 75 ans, avant que le réchauffement climatique, qui n'existe pas, comme chacun sait, ne la fasse fondre. Donc, il n'y a pas de glace vive dans les cratères lunaires. Mais alors, les Américains, des fois, ils emploient les grands moyens. Ils ont envoyé une sonde qui s'appelle LCROSS, qui est arrivée en 2009 sur la Lune. Alors, c'était un peu de l'artillerie lourde. Là, c'est le 3e étage de la fusée qui a lancé la sonde, qui s'est précipité sur la Lune. Et juste derrière ce 3e étage, il y avait la sonde LCROSS qui la suivait à quelques minutes derrière. Et la sonde LCROSS avait plein de spectros pour analyser la bouffée de poussière que fera le 3e étage quand il tombera sur la Lune. Alors, le 3e étage est tombé quelque part par là. Ça fait un gros nuage de poussière dans le noir, on n'a rien vu évidemment. Le nuage de poussière est monté, et à force de monter, il est sorti de l'ombre du rebord du cratère. Vous avez ici un gros plan. Voici le haut du nuage de poussière qui sort du cratère. Et la sonde LCROSS, avec ses spectros, a analysé chimiquement tous les éléments qu'il y avait dans ce nuage de poussière. C'est un mélange de gaz et de poussière. Alors le résultat, c'est un résultat qualitatif qui a été publié quasiment le lendemain. La courbe rouge, c'est la courbe habituelle des spectres infrarouges du sol lunaire. On sait que l'eau a des bandes d'absorption dans ces gammes de longueur d'onde-là, entre 1,6 et 1,8 microns et autour de 2,1. Et par rapport, le nuage de poussière par rapport à la poussière lunaire ordinaire avait un manque très net d'intensité infrarouge qui correspondait justement aux 2 bandes d'absorption de l'eau. Donc, quasiment 3-4 jours après la mission, ils ont dit, dans le panache qui est sorti, il y avait une bonne centaine de litres d'eau que la sonde a vue. Alors, 1 an plus tard, les études sont sorties sérieusement dans la revue Science, et vous pouvez lire ce que la sonde a vu, c'est 155 plus ou moins 12 kilos d'eau, ce qui, vu la taille du cratère, fait, et on doit à peu près la connaître, on ne le voit pas le cratère, il est dans le noir, mais on connaît la vitesse de la sonde qui est arrivée, qui s'est écrasée, on connaît sa masse, on connaît tout. Ça a dû faire un cratère d'une vingtaine de mètres de diamètre et de quelques mètres de profondeur. Et vu la quantité d'eau qui a été vue, on peut estimer que le sol lunaire, dans le fond de ces cratères, contient 5,6, plus ou moins 2,9% d'eau. On va dire 5% d'eau. Donc le sol de la Lune, dans le fond de ces cratères, contient 5% d'eau. C'est quand même, on m'aurait dit ça il y a 40 ans, soit 50 ans, j'aurais dit c'est pas possible. Et l'eau sur la Terre a dû sans doute arriver de cette façon-là, par des corps venus du système solaire externe, mais en beaucoup, beaucoup plus grande abondance, et il y a 4,5 milliards d'années, alors que cette eau-là ne doit pas être très, 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 très vieille. Alors voilà pour la Lune. Alors on se rapproche du Soleil. Après la Terre et la Lune, il y a Vénus. Alors Vénus, c'est très simple, il n'y a rien de nouveau concernant l'eau depuis donc 15-16 ans. Il y a très peu d'eau sur Vénus, il y en a un petit peu dans l'atmosphère.
La vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est 0,02%, encore moins que l'augmentation de salaire des fonctionnaires. Mais ce n'est pas des résultats nouveaux, donc j'en parlerai pas. Maintenant, l'eau sur Mercure. Alors Mercure, c'est un peu une des mal-aimées du système solaire interne. Elle n'a reçu que 2 visites. Mariner 10 en 74-75 et Messenger de 2008 à 2015. Donc 2 sondes, quand vous connaissez le nombre de sondes qui sont passées sur Vénus et Mars, c'est un peu dommage. Alors il y a une sonde européenne qui est prévue. Ça fait 20 ans qu'elle est prévue pendant 2 ans. Tout ce qu'elle devait faire, qui était nouveau il y a 20 ans, a été fait par Messenger. Donc elle va partir, peut-être. Elle ne fera rien de nouveau. Je caricature, mais pas trop. Ça, c'est l'Europe. Donc Messenger a survolé Mercure. Alors les températures sur Mercure, c'est 420 degrés le jour, moins 180 la nuit, il n'y a pas d'atmosphère. Donc a priori, il n'y a pas d'eau. Point de suspension, parce que c'est comme la Lune. Le Mercure a un axe de rotation perpendiculaire à son écliptique. Donc s'il y a des cratères au pôle, le fond est dans le noir. Alors voilà une photo de Messenger, un montage de photos, où vous avez les cratères, certes une tache noire au niveau du pôle, là c'est le pôle nord, parce que, comme pour la Lune, il y a des cratères et le fond n'est jamais éclairé. Alors, on avait découvert en 92, avec des radiotélescopes, qu'au niveau du pôle nord, du pôle sud aussi d'ailleurs, de Mercure, il y avait une substance qui réfléchissait particulièrement bien les ondes radar envoyées par Arecibo, Goldstone et tout ça. Donc, ils avaient fait la carte des substances, et là on a remis sur la photo Messenger les zones en jaune, c'est les zones où les radars terrestres avaient vu cette substance réfléchissante. Alors cette substance réfléchissante, ça pouvait être de la glace. La glace réfléchit très bien les ondes radar. Ça pouvait être aussi des sulfures, de la vapeur des condensats de sodium. Or, il y a un tout petit peu de vapeur de sodium dans le très faible atmosphère de Mercure. Donc, il y avait des substances réfléchissantes, ce n'était pas forcément de la glace. Eh bien, Messenger avait, pareil, un détecteur de neutrons qui permet de voir s'il y a ou il n'y a pas de l'hydrogène. Ça, c'est la carte des taches réfléchissantes vues depuis la Terre. Et les points bleus, c'est la carte des zones contenant beaucoup d'hydrogène. Et vous voyez, là, pas beaucoup de neutrons. Quand c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et quand c'est bleu foncé, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, il semble bien qu'il y ait de l'eau sur les cratères de Mercure, comme sur les cratères de la Lune. Enfin, un corps riche en hydrogène. Alors là, on n'a pas encore précipité de sonde dessus pour savoir si c'est de l'eau. C'est vraisemblablement de l'eau. Les candidats possibles, les sulfures ou la vapeur de sodium, ça n'émet pas de neutrons de la même façon. Mais est-ce qu'il y aurait de l'eau ailleurs sur Mercure? Quand on regarde toutes les photos de Mercure, ça a l'air quand même très sec. Un peu comme la Lune. Je vous aurais montré cette photo, probablement qu'un certain nombre de personnes dans la salle auraient dit que c'était la Lune. Qui aurait dit que c'était Mercure? Eh bien, il y a quelque chose qui montre que c'est bizarre. Vous voyez ce cratère, qui s'appelle Eminescu, qui fait 125 km de diamètre. Autour du piton central, qui est parfaitement normal, vous avez des petites taches blanches, là, comme ça. Alors, on va zoomer sur ces petites taches blanches. Voici le piton central du cratère, le bord du cratère. Et le piton central, les collines du piton central sont entourées de dépressions plates, qui s'appellent hollow. J'ai dû mettre le mot, des hollow, dépression en anglais. Dépression plate et entourée d'une substance blanche. Alors, quand on a découvert ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et alors, en couleur, c'est encore mieux. En couleur, vous avez, là, c'est pas, ça pourrait être le même cratère, c'est un autre. Vous avez donc ces dépressions à fond plat, peu profondes, entourées d'une substance blanche qui tend blanche vers le bleu. Et alors là, j'ai mis l'interprétation de NASA News qu'on a découvert ça. Je vais le dire avec mon bon anglais. This bright shallow depression may have been formed by the sublimation of salty volatile materials as water. On pense que sur le bord de ces cratères, de ces pitons centraux, c'est soit sur le bord du cratère, soit sur les pitons centraux, il y a des fractures, ça c'est normal, et par ces fractures est sortie de l'eau salée. Et, or, ce cratère est jeune, donc c'est il n'y a pas longtemps au sens géologique du terme. Et cette eau salée, évidemment, arrivant dans le vide et à très haute température, 450 degrés le jour, s'évapore tout de suite, mais les sels restent. Et ces taches blanches seraient des sels. Alors, pour elles, peuvent être interprétées comme des sels.
Il n'y a pas de données spectrales à assez haute résolution pour le savoir. Alors, ça permet de fantasmer. Imaginez un mercurien qui se promène dans un cratère quelques jours, semaines, mois, ou voire siècles, mais guère plus, après que le cratère ait été formé. Et là, il est au fond au bord du piton central ou sur les bords du cratère. Peut-être verrait-il un spectacle comme ça, des espèces de geysers, de vapeur sortant par ces fractures, l'eau s'évaporant tout de suite et les sels faisant ces dépôts blancs tout autour. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des geysers mercuriens? Je ne sais pas. Mais il y a de l'eau, vraisemblablement, il y a de l'eau sur Mercure. Et ça, peu de gens le savent. Je pense qu'il y a un sondage dans la salle. Qui savait qu'il y avait de l'eau qui sortait sur Mercure? Je ne sais pas si beaucoup de doigts se leveraient. Alors, après Mercure, on va faire demi-tour, on repasse Vénus, la Terre, Lune, et on arrive évidemment au niveau de Mars. Alors, tout le monde le sait, Mars, c'est moins 50 degrés de température moyenne, beaucoup plus froid la nuit, l'hiver au pôle, quasiment 0 degré à l'équateur en plein jour. La pression est faible, 0,6% de la pression de la Terre. C'est à peu près des conditions qui régneraient, la moyenne, à 50 km d'altitude. Alors, on sait depuis 1666 qu'il y a de l'eau sur Mars. C'est Cassini, quasiment en même temps que Huygens, qui ont profité de la même opposition pour voir qu'il y avait des taches blanches au pôle Nord et puis au pôle Sud de Mars et qui changeaient de taille avec les saisons. On est au XVIIIe siècle. Évidemment, au XVIIIe siècle, on ne connaissait ni la glace carbonique ni tout ça. Des taches blanches qui varient avec les saisons. C'était évident que c'était de la neige ou de la glace. Donc, dès 1664, on a su qu'il y avait de l'eau. On a supposé qu'il y avait de l'eau sous forme de glace sur Mars. La preuve a été faite en 1964 par une étude spectrale depuis la Terre qui a trouvé les restes spectrales de la glace d'eau dans la calotte nord. Donc, la preuve formelle qu'il y a de l'eau sur Mars date de 1964. Les plus jeunes d'entre vous n'étaient pas nés. Alors, Mariner 9, là je fais un petit résumé avant le XXIe siècle, et les Vikings montrent des détails de ces calottes polaires. Et par exemple, voici une très belle photo de Vikings qui montre ces calottes polaires. Là, c'est la calotte polaire nord, c'est la calotte d'été. L'hiver, cette calotte polaire est recouverte de glace carbonique. Les marinaires et les Vikings ont également analysé l'atmosphère. Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les nuits, cette vapeur d'eau se condense. Et la nuit, Mars est givré. Alors évidemment, depuis la Terre, on ne le voit pas, parce qu'on voit très mal la face nuit de Mars, qui est de l'autre côté. Des fois, on voit un petit croissant de nuit, mais comme il est nuit, c'est la nuit. Les sondes, en général, marchent aux panneaux solaires et aux batteries. Elles n'ont pas de lumière, la nuit, elles n'éclairent pas. Et elles ne se mettent en marche le matin que quelques heures après le lever du soleil, quand le soleil a réchauffé, tout ça. Donc, il y a très peu de photos de ce paysage givré qui a été pris. Mais il y en a quand même quelques-unes. Les Vikings, en particulier, en 76 et 77, ont montré ce paysage givré qui est assez extraordinaire. C'est juste après le lever du soleil. Ils avaient chargé leur batterie à bloc la veille pour que, alors que c'était bien froid et que le soleil venait à peine de se lever, ils puissent prendre des photos. Alors là, c'est une photo du même endroit le jour. Bon, la croix bleue que j'ai marquée indique le même caillou, hein, c'est pas tout à fait visé. Là, c'est le paysage classique de jour. Là, c'est les paysages du petit matin. Et c'est pareil maintenant sur les robots. Tous les matins, les sondes montrent qu'il y a du givre qui se dépose sur les robots, même à l'équateur. Alors, Mariner 9 et Viking ont également trouvé, c'est bien connu, tout un réseau de rivières asséchées qui montre que dans un passé lointain, de l'eau, enfin, ou tout moins un liquide, a coulé sur Mars. Ça, c'est la vieille histoire du XXe siècle. Alors, depuis, il y a eu des nouveautés. En particulier, Mars Express, puis MRO, la sonde américaine, Mars Express et européenne, ont identifié spectralement certains minéraux qui contiennent de l'eau dans leur réseau cristallin. J'ai mis 3 familles, les argiles, il y a des radicaux OH, les serpentines, il y a des radicaux OH, et le gypse et d'autres évaporites, où il y a là carrément de l'eau dedans. Donc, identifier depuis l'orbite des minéraux avec de l'eau dedans. Les 2 premiers, ça se fait quand vous altérez des cailloux par de l'eau, sur Terre, ça se fait. Et la 3e famille, ça se fait quand vous avez de l'eau salée qui s'évapore. Et les sulfates font partie de ces sels. Alors là, c'est une petite photo qui vous montre au flamant rose près à quoi pouvait ressembler Mars il y a un certain temps. Alors, les sondes récentes ont confirmé les anciens écoulements.
avec un luxe de détails. On rajeunit les vallées plus jeunes. Maintenant, on pense que de l'eau qui a coulé au moins jusqu'à 3,5 milliards d'années. Spectralement, on a pu identifier dans ces deltas, dans ces lits de rivière, des argiles. Par exemple, si vous avez une photo normale, sur cette photo-là, on a superposé différentes couleurs qui indiquent la teneur en argile. Or, l'argile, ça se fait par altération des cailloux ordinaires par de l'eau. Donc, ça veut dire que cette rivière a fait un delta plein d'argile. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau qui coulait et qui restait longtemps. Pour altérer les roches, il faut que l'eau reste longtemps en contact avec la roche. Et puis, pour faire ce type d'argile, c'est des argiles à 3 couches, je ne rentrerai pas dans le détail, il faut que l'eau ne soit pas acide. Parce que l'eau acide ferait des argiles à 2 couches et pas à 3 couches. Donc, rien qu'avec les spectres, on peut déjà dire l'eau a coulé il y a tant d'années et le pH était inférieur à 7, par exemple. On peut faire des tas de choses. La sonde Mars Express a pu prendre des photos assez extraordinaires. Là, vous avez une colline. Vous voyez que le bas de la colline, le géologue voit tout de suite que le bas de la colline n'a pas de belles couches, le haut de la colline a de très belles couches. Et spectralement, on voit que le haut de la colline, qui correspond aux belles couches, c'est du gypse, c'est un sulfate de calcium bihydraté. Et le bas de la colline, où il n'y a pas de belles couches, c'est un sulfate de magnésium monohydraté. On peut commencer à faire de la géologie sérieuse sur Mars. Alors, les calottes polaires, avec ces sondes modernes, ont été étudiées avec un luxe de détails. Alors, voilà la calotte polaire nord. Là, il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé entre le haut et le bas. C'est des photos à vous faire rêver. Et de temps en temps, Mars a des petits soubresauts. Et ça, c'est une photo qui est assez extraordinaire, qui a été prise le 19 février 2008 à 13h05, heure locale martienne. 18 février, c'est heure calendrier terrestre. Et vous avez ici une avalanche prise en flagrant délit par la sonde. Là, vous avez un gros plan. Donc, une avalanche qui se déclenche sur Mars. Il y a des phénomènes d'instabilité parce que tous les hivers, tout ça se recouvre de glace carbonique. Au printemps, la glace carbonique se sublime. Et la glace d'eau qui est stable, elle n'est pas si stable que ça, elle peut être déstabilisée. Et vous avez donc des avalanches comme ça. Alors, 2 sondes, Mars Express européenne et MERO américaine, ont un radar qui permet de sonder le sous-sol. Et quand on passe sur la calotte, là, voilà le trajet de la sonde, c'est une photo historique, c'est la première photo publiée, le trajet de la sonde Mars Express européenne, le sol qui continue, mais au-dessus, la surface de la calotte. On a pu pour la première fois mesurer l'épaisseur de la calotte polaire nord à cet endroit-là, qui on s'est aperçu qu'elle faisait à cet endroit-là 1 km. Et on a pu généraliser tout ça. Là, c'est une coupe radar qui combine les 2 sondes, MRO a une très bonne résolution, mais pénètre moins bien. Mars Express a une mauvaise résolution, mais pénètre plus. Et en combinant, on voit que sur ce profil, la calotte polaire fait plus de 2 km d'épaisseur. Et vous avez une énorme masse de glace, donc essentiellement de la glace d'eau, avec des cycles et tout ça. Si cette glace d'eau fondait complètement, ça recouvrirait Mars, en admettant qu'on le mette partout pareil, de 30 mètres d'eau. Évidemment, elle ne serait pas partout pareil, il irait dans les creux, mais il y a l'équivalent de 30 mètres d'eau dans cette calotte polaire nord, et il y en a autant dans la calotte polaire sud. Alors, est-ce qu'il y a eu des glaciers récemment ailleurs qu'au pôle? Il y a des glaciers au pôle, mais est-ce qu'il y en a ailleurs? Eh bien, figurez-vous, c'est une grande surprise aussi de ces missions récentes. Oui, tout le monde connaît Olympus Mons, Mariner 9, etc. Le plus grand volcan du système solaire, qui est bordé sur sa base par une falaise dont on ne connaît pas bien l'origine. C'est frustrant pour les géologues, on ne connaît pas bien l'origine d'une structure du plus grand volcan du système solaire, mais enfin bon, c'est comme ça. Et si vous regardez en détail cette falaise qui quand même fait 5-6 000 mètres de haut, hein, en bordure, eh bien, vous voyez des structures qui ressemblent étonnamment à des glaciers terrestres. Ça, c'est un glacier terrestre en Antarctique. Ça, c'est un glacier où ce qu'il en reste, si la glace s'est sublimée, mais il reste les moraines et tout ça, sur le flanc de l'Olympus Mons. Et c'est tout jeune, il n'y a quasiment pas de cratère de météorites là-dessus. Ça veut dire que ces machins-là, c'est la glace qui a coulé ici il y a moins de, on va dire, 10 millions d'années. Alors, comment peut-on avoir de la glace au pôle Olympus? C'est facile. Mais à l'équateur, Olympus Mons est à l'équateur. Et on n'est pas au sommet d'Olympus Mons, on est en bas. Alors c'est là qu'il faut faire intervenir l'oscillation chaotique de Mars. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Lascar, qui est un des gens qui ont bien étudié ça. Mars a un axe de rotation qui fait n'importe quoi, pour simplifier, entre 0 et 90 degrés, pour simplifier. Et suivant son orientation,
eh bien, les zones les plus froides ne sont pas partout pareilles. Actuellement, les zones les plus froides, c'est comme chez nous, c'est au pôle. Mais si Mars est presque, l'axe est presque horizontal, la zone moyennée sur l'année la plus froide, ce n'est pas les pôles, parce que c'est l'équateur. Parce que l'équateur, le soleil arrive toujours plus ou moins rasant. Et donc, la glace va se sublimer des pôles et va se déposer sur les montagnes équatoriales. Et Olympus Mons est une montagne équatoriale. Et il y a 5,5 millions d'années, quand on fait les calculs, il devait y avoir des glaciers sur Olympus Mons, qui était une montagne équatoriale, donc la région la plus froide de Mars. Et si l'axe est moins incliné que maintenant, les climats étant ce qu'ils sont, toujours avec la même quantité d'eau, les calottes polaires seront plus grandes, évidemment moins épaisses s'il y a la même quantité d'eau, mais on aura des calottes plus grandes et moins épaisses. Et Mars passe son temps à passer d'une situation à l'autre par tous les intermédiaires possibles. Alors là, j'ai mis une étoile, c'est Olympus Mons. Là, j'ai mis une étoile. C'est une zone où peut-être, il y a 2 à 3 millions d'années, tout ça était recouvert de glace. Et ça, c'est un petit cratère, vu par Mars Express, dont le fond est plein de glace. On dirait vraiment un lac gelé, au fond. Alors ça, c'est de la glace fossile. Bon, là, il a neigé la nuit dernière, ça, c'est pas un problème. Vous avez un peu de givre sur la... Enfin, givré. Mais ce lac de glace au fond du cratère, c'est assez extraordinaire. C'est un des beaux résultats de la sonde Mars Express. Alors, on peut doser cette eau qui est dans le sol de Mars. Là, on voit l'eau qu'on voit, mais il peut y avoir de l'eau dans le sol. Rappelez-vous, sur la Lune, il y a des endroits où il y a 5% d'eau dans les cratères polaires. Alors, c'est facile de doser l'eau du sol, toujours avec la même technique. Les neutrons émis par le sol, s'il y a de l'hydrogène qui reçoit le rayonnement cosmique, ça fait des neutrons d'une certaine gamme d'énergie, et on peut convertir cette quantité de neutrons à la proportion d'eau, on va dire, dans les 2 premiers mètres de la surface. Évidemment, les rayons cosmiques ne pénètrent pas très profond. Et vous avez une carte qui vous donne la moyenne en pourcentage, en masse d'eau. Alors, quand c'est violet, ça veut dire qu'il y a plus de 60% d'eau, c'est les calottes polaires. Mais même quand c'est bleu, vous avez jusqu'à 1/3 d'eau. Dans le sol, c'est vraiment un sol mouillé, évidemment gelé. Les zones les plus secs, il y a quand même jusqu'à 2% d'eau. Alors là, on a de la chance, c'est qu'il y a une sonde qui s'est posée ici, Phoenix, dans une région où il est censé y avoir entre 15 et 30% d'eau. Alors voici une vue, Phoenix s'est posée en 2008, par 68 degrés de latitude nord, hein, c'est vraiment très, très haut, là-haut. Et Phoenix était une sonde fixe, mais Phoenix a gratouillé, et là, avec un bras, vous voyez, il a fait une petite tranchée. Alors, on va voir de près cette petite tranchée. Là, c'est la tranchée le 15 juin 2008. Là, c'est la même tranchée le 19 juin, donc 3-4 jours plus tard. Si vous regardez la taille de la tache, il y a une tache blanche. Qu'est-ce que c'est? Il y a du blanc. Alors, le blanc, ça pourrait être de la glace. Ça pourrait être des sels divers et variés. Mais la taille de la tache blanche diminue un petit peu. En particulier, là, il y a des petits débris blancs qui ont complètement disparu. Si vous regardez cette taille, elle diminue. Si c'était du sel, ça ne se sublimerait pas. Si ça diminue, c'est de la glace qui se sublime. Il y a donc de la glace, mais à quelques centimètres de profondeur et en quantité suffisante pour qu'on le voie dans le sous-sol de Mars, dans les hautes latitudes. Alors, le NASA News, on dit « Victoire, on a de l'eau », dit monsieur machin-chose. On savait déjà qu'il y avait de l'eau, parce qu'on avait des observations. Alors, il cite la mission Odyssée. Il oublie de citer Cassini et Huygens. Il faut dire que Cassini et Huygens n'étaient pas américains. Donc, mais il dit, cette eau, on savait qu'il y en avait, mais c'est la première fois que de l'eau a été touchée et goûtée, parce que cette glace, ils l'ont analysée, ramassée, on s'est aperçu que c'était de l'eau, H2O, un petit peu salée, avec des perchlorates, un pH de 9, etc., etc. Donc c'est la première fois que de l'eau martienne a été goûtée, comme le faisaient les médecins au XVIIe siècle, sous Molière, hein, ils goûtaient les urines pour les analyser. Ah, vous avez du diabète, c'est sucré. C'est à peu près ce qu'a fait Phoenix là. Alors, cette eau, est-ce qu'elle peut être liquide? Cette eau du sol, on a vu qu'il y en a beaucoup, en particulier dans les zones polaires, est-ce qu'elle peut fondre? Alors, ça fait beaucoup de bruit, mais en août 2011, on a découvert des traînées sombres. Traînées sombres qui n'existent pas l'hiver, qui apparaissent au printemps, qui grandissent l'été et qui disparaissent l'automne. Alors, je vous montre une petite animation. Alors, il y a des mois qui sont indiqués quelque part. Hein. J'ai converti les mois martiens en mois terrestres de l'hémisphère nord. Donc ça, c'est la situation, ça serait comme en mars.
de l'hémisphère nord, puis en mai, etc. Et vous voyez les pas de coulée, c'est le printemps. Petite coulée, ça apparaît, ça grandit, ça disparaît. Alors là, c'est sur la même photo. Si on prend une coulée, là, il n'y en a quasiment pas. Là, il y a une coulée noire qui arrive là. On est en juin, c'est l'équivalent. En juillet, un mois après, elle a grandi. En août, elle a encore grandi, elle s'est épaissie. Il y a vraiment quelque chose de sombre qui coule. Alors, ça ne coule pas vite. Ce n'est pas un flot impétueux, c'est sur une pente. C'est peut-être un front d'humidité qui progresse, quelque chose comme ça. Alors la NASA, quand elle a vu ça, elle s'est perdue en conjecture. Elle dit certains aspects de ces observations laissent perplexes. Mais des écoulements de saumure et d'eau liquide salée expliquent le mieux ou le moins mal ces figures que d'autres hypothèses alternatives. Ce serait un front d'humidité qui progresserait l'été dans le sol poreux de Mars à la surface. Mais on n'avait pas de preuve que ce soit de l'eau. Alors en octobre 2015, il y a des spectres qui ont été identifiés. Et c'est des spectres de sel, MgClO4, NaClO4, très très hydratés. C'est des sels, là je n'ai pas mis le nombre d'eau, mais c'est des sels abominablement hydratés. Donc ces traînées sombres contiennent des sels extrêmement hydratés, ce qui corrobore l'idée qui avait été émise avant, la saumure d'eau très salée. Donc de l'eau sur Mars, il y en a liquide, il y en a peut-être encore dans des contextes très particuliers. Mais pour un géologue comme moi, c'est les robots qui ont surtout apporté des choses sur l'eau sur Mars. Alors je vais vous raconter vite fait ce qu'ont découvert les robots. Alors Opportunity et Curiosity se sont posés dans des terrains sédimentaires. Rappelez-vous, dans le temps que c'est 104e, les terrains sédimentaires, qui sont donc des couches, oui, toutes ces belles couches. Spirit s'est posé un terrain volcanique, c'est une autre histoire. Ces couches ont pu se déposer sous l'eau. Et ces couches, par exemple, celle-là, qui constitue la cible de Curiosity, qui roule encore, qui n'y est pas encore tout à fait arrivé. Il y est presque, mais pas encore. Donc je vais vous montrer des photos d'Opportunity et de Curiosity sur la route de sa cible. Mais rien que sur la route de sa cible, il a déjà trouvé des choses extraordinaires. Alors voici un affleurement. Vous avez des couches. On peut s'approcher, le géologue comme moi, quand je vois ces couches, mais c'est la pamoison. Ah, des couches. Bon. Alors, est-ce que ces couches ont été déposées sur l'eau? Finalement, ça pourrait être des couches de sable transportées par le vent. Eh bien, là, c'est Opportunity. Voilà une photo, vous voyez l'échelle, à 2 cm, c'est vraiment de la géologie de terrain. Vous voyez les couches, et vous voyez une espèce, là j'ai mis le schéma interprété, une espèce de litage en forme de sigmoïde. Alors là, n'importe quel de mes étudiants, s'il réussit son examen, c'est ce que c'est que ce truc-là. Voici un affleurement terrestre, ça c'est mon couteau qui donne l'échelle, où vous avez ce genre de couche sigmoïde, et j'ai mis à la même échelle les choses martiennes, avouez que ça ressemble. Et ces couches-là, le géologue terrestre, s'il ne le sait pas, il rate son examen, mais ça s'est déposé par un courant d'eau. Un ruisseau, un courant de marée ou quelque chose comme ça. Ça s'est déposé sous l'eau. Sur Terre, ça c'est sûr. Sur Mars, à moins que Dieu nous ait joué un tour de cochon, c'est probable. Alors, sur Mars, on trouve des choses comme ça. J'ai vu une couche. Et cette couche est faite de galets arrondis. Là, vous avez un gros. Là, vous avez une couche de galets arrondis martiens. Et là, vous avez une couche terrestre. C'est la même chose. Et pour arrondir des galets, il faut que la mer roulait ces galets. C'est un liquide qui doit les rouler, ces galets. Donc, le paysage où, dans le temps où s'est déposée cette couche, ça devait ressembler à ça. Alors, toujours dans les roches, là, vous avez des strates extrêmement fines. Alors là, le géologue, il aime bien, ça veut dire que c'était de l'eau très, 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 très calme. Ce n'est pas le contraire de galets tout à l'heure ou du courant. Là, c'était de l'eau vraiment très, très calme. Et sur cette zone, Curiosity a donné des coups de brosse pour aller regarder ça de près. Alors voilà les coups de brosse. On regarde de près. Là, l'échelle est donnée par ce coin américain, qui nous rappelle qu'il faut croire en Dieu, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis celui-là. Mais enfin bon, c'est celui-là qu'ils ont mis. Et vous avez, là, vous avez la brosse, et vous avez le rond, et vous avez des espèces de petites marques blanches, là. Alors, on s'approche, et on regarde les petites marques blanches, qui ont des formes géométriques, un peu de losange, avec des angles caractéristiques. Et ça, là encore, le géologue, il connaît ça, il appelle ça des pseudomorphoses de gypse. C'est des cristaux de gypse qui ont cru dans le sédiment,
C'était un espèce de marécage tranquille qui s'évaporait. Il y avait une boue très fine qui se déposait. Ça s'évaporait. Des cristaux de gypse poussaient dans la boue. Je vous montre un équivalent terrestre. Ça, c'est mon doigt qui vous donne l'échelle. Et vous avez des cristaux de gypse qui ont 25 millions d'années, qui ont poussé, il y a 25 millions d'années, dans une boue qui, depuis, est devenue un calcaire. Alors, l'eau ne faisait pas que couler sur Mars, déposer des sédiments, s'évaporer. Elle parcourait également des fissures dans la roche. Et quand de l'eau parcourt des fissures dans la roche, elle peut éventuellement déposer des substances dissoutes si elle en contient. Et là, vous avez ici un réseau de filons blancs. Tous ces filons, c'est d'anciennes fractures. De l'eau a circulé là-dedans et a déposé des sels divers et variés. Voici un gros plan sur un de ces filons. Je pense que c'est qui pourrait être par là. Et là encore, le géologue, il est ravi parce qu'il voit une structure en palissade comme ça qui est caractéristique de la croissance des cristaux qui partent du bord. Et quand on me montre un truc comme ça, je dirais il y a 3 solutions sur Terre. Les plus courants, c'est les filons avec du quartz, les filons avec de la calcite, ou le plus fréquent de tous, le filon avec du gypse dedans, sulfate de calcium. Un coup de chem-cam, ça a été fait, c'est du gypse. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un filon martien et un filon terrestre, pour vous montrer, avec mon couteau qui est ici, qui donne l'échelle, je vais vous montrer que c'est exactement la même chose. Ça, c'était Mars. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller dans la zone des astéroïdes. Oh, il me reste encore du temps. Dans la zone des astéroïdes, parce que on m'a donné, normalement c'est 1 heure la conférence, mais comme il n'y a personne après moi, parce que c'est la pause déjeuner, on m'a dit tu peux y aller tant que tu veux. Pas trop, parce que j'aurai faim. Sur le programme, c'est marqué 1h15. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est marqué 1h15, et non pas 1 heure. Et je peux aller jusqu'à 1h30, ma-t-on-dit, mais j'essaierai de ne pas faire. Donc on va aller au-delà dans le domaine des astéroïdes. Alors les astéroïdes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était passé à côté de quelques astéroïdes. Hein, et il y en a que, on va dire, 4 qui ont été bien étudiés. Itokawa, Eros, Vesta et Cérès. Alors Cérès, c'est le plus gros de tous. Il est en cours d'étude. Il y a la sonde Junon qui tourne... pas Junon. La sonde, j'ai un trou de mémoire, Dawn qui tourne autour. Et donc, c'est un truc en cours d'étude. C'est le seul astéroïde qui soit sphérique. À ce titre, il a le droit au titre de planète naine ou de petite planète comme Pluton. Et voici la meilleure image Hubble qu'on avait de Cérès. Là, j'ai mis un astéroïde quelconque à côté. Alors, en 2013, on découvre depuis la Terre une légère atmosphère de vapeur d'eau autour de Cérès. C'est passé un peu inaperçu. Bon. En 2014, il est publié que cette vapeur d'eau semble sortir de 2 régions distinctes. Le 6 mars 2013, ils ont bien étudié ça, Cérès tourne assez vite, et ils ont vu qu'il y avait des bouffées de vapeur d'eau, il y en avait 2, il y en avait une vers 100, qui correspondait aux 120 degrés de latitude, et l'autre à 240. Donc il y aurait 2 endroits qui, en mars 2013, crachaient de l'eau, et ça a permis à des artistes de dessiner quelque chose comme ça, c'est un dessin, hein, montrant Cérès comme on l'imaginait en mars 2015, quand on a fait l'étude. Il crachait de l'eau en 2 endroits. Un des endroits, rappelez-vous, c'est 240 degrés de longitude. Alors, Cérès tourne sur lui-même, et voici donc Cérès qui tourne, et vous voyez de temps en temps des points blancs. Il y en a un là, on va en voir d'autres. Il y en a un là, il y en a un là, un là, 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 c'est les plus beaux. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces points blancs? Alors là, la NASA a même fait un jeu en disant, si des gens qui ont des idées, proposez des origines possibles pour ces points blancs. Alors, le plus intense de ces points blancs se trouve dans un cratère qui fait 92 km de diamètre, qui s'appelle Okator, et qui, comme par hasard, est à 240 degrés de longitude. C'est curieux. Donc voilà ces points blancs, là, dans le cratère. Là, c'est une vue extrêmement rasante de ce cratère. Et les gens qui sont spécialistes d'interprétation d'images, bon, voient les taches blanches et ils voient des machins blanchâtres, là, ils disent, au-dessus, dans le fond de ce cratère, il y a de la brume. Bon, ils le disent. Moi, honnêtement, je m'appelle Thomas, je crois que ce que je vois est là, c'était à la limite. Hein. Mais enfin, bon,
Toujours est-il que, regardez, les taches blanches se touchent presque, alors que là, elles se touchent beaucoup moins. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une espèce de voile de brume qui agrandisse la tache blanche. Donc la NASA dit qu'il est tout à fait possible qu'il y ait de la brume. Alors ça, c'est un gros plan de ce piton central du cratère où il y a du blanc. Alors on voit le blanc, et on voit que ce piton central est complètement fracturé. Il n'a pas une tête de piton central ordinaire. Hein. Regardez toutes ces fractures, tous ces machins. Il y a le blanc. Et la NASA a publié quand? En juin 2016, donc c'est pas très vieux, l'analyse spectrale de ce blanc. Et ce blanc contient beaucoup de sel, en particulier du carbonate de sodium. Là, vous avez une carte avec d'intensité des restes spectrales du carbonate de sodium. Et là encore, on aurait envie de dire, il y a de l'eau liquide ou de l'eau qui contient des sels en solution. Évidemment, quand ça arrive dans le vide, ça s'évapore, mais les sels restent. Alors, voici une autre montagne, enfin une montagne qui est pas mal, qui fait 5 km de haut, 17 km de diamètre. C'est un dôme. Regardez, on va faire une voie de plus près. C'est un super dôme qui s'appelle Aouna, tapissé d'un tablier d'éboulis avec des traînées blanches qui pourraient être bien étincelles. Et là encore, le géologue, quand il voit ça, il dit qu'est-ce que ça pourrait être? Alors il cherche qu'est-ce qui peut faire une morphologie de ce type-là. Et il arrive à la conclusion que les seuls trucs qui font de la morphologie sur ce truc-là, c'est des volcans avec une lave très visqueuse. Alors sur la Terre, c'est une lave type rhyolite et tout ça. Sur Mars, ça serait une espèce de mélange d'eau liquide salée de glace qui, quand il arrive dehors, où il fait moins 100 et quelques, gèle très vite. Et là, c'est notre mont Aouna sur Cérès. Et là, c'est un mont russe au Kamtchatka, donc avec un nom russe. Ça serait la manifestation de la sortie d'eau gelée qui forme des volcans. Comme sur la Terre, on a de la lave qui sort, ça gèle, ça fait un dôme volcanique. Là, ça serait de l'eau gelée, salée, sale, tout ce que vous voulez, et qui ferait un dôme volcanique. Une très belle photo en couleur de ce dôme volcanique qu'on interprète maintenant comme du volcanisme, du cryovolcanisme, du volcanisme de glace. Et l'absence de cratères sur tout ça montre que c'est très jeune, à défaut de rétractif. Et juste à côté, le spectre de la glace d'eau est identifié dans un cratère voisin qui s'appelle Oxo. Alors, avec la densité et tout ça, on peut faire la structure interne de Cérès. On connaît sa densité. Comme il est en orbite autour, il a pu mesurer la gravité de façon très fine. Et on pense que le noyau de Cérès est fait de silicate hydraté. Le manteau de Cérès est fait d'un mélange d'eau. Alors de l'eau H2O, sans doute salée, peut-être un petit peu liquide, et de silicate hydraté. On va dire de l'eau boueuse et salée. Peut-être partiellement liquide. Et le cratère Okator et le mont Aouna qu'on a vu mettraient en communication, à travers la croûte bien froide, cet manteau qui contient sans doute un peu de saumure liquide, salée et sale, pour faire ces dépôts blancs autour du piton central et pour faire ce volcan Aouna qui est de là-bas. Là encore, on m'aurait raconté ça il y a 2 ans. C'était totalement inconnu. Alors après les astéroïdes, il y a Jupiter, ses 4 satellites. Alors là, ça a été surtout étudié par les missions Voyager et Galileo, qui ont pris fin avant ma date fatidique de l'an 2000, donc je n'en parlerai pas. Il n'y a rien de nouveau sur l'eau dans Jupiter. Rien de nouveau, sauf concernant Europe. Alors voici une belle vue d'Europe. Europe, c'est le 2e satellite galiléen quand on part de Jupiter. C'est très beau, la boule de billard rayée. On était presque sûr, depuis les missions Voyager et Galileo, qu'Europe abritait un océan d'eau liquide sous de la glace, avec, pourquoi pas, des choses dedans. Mais ça, c'est des vieux résultats. S'il y a de l'eau liquide, elle était sous une banquise de au moins 10-15 km d'épaisseur, donc pas facile d'accès. La seule grande nouvelle récente depuis l'an 2000, c'est qu'on a mesuré des panaches de vapeur en décembre 2012. En décembre 2012, le télescope spatial a vu les restes spectrales de la vapeur d'eau qui, ici, ont été reportés sur une image Galiléo d'Europe. Donc, en décembre 2012, il semble qu'il y a de l'eau qui était crachée par le pôle.
Pendant 15 mois, une équipe a étudié au télescope spatial des passages d'Europe devant Jupiter, c'est une technique, pour éventuellement trouver une observation tenue. Et il a fait 10 passages. Sur ces 10 passages, il y en a 3 où il confirme qu'il y a des dégagements gazeux, intermittents donc, près du pôle sud d'Europe. Là, vous en avez un qui s'est fait en janvier 2014, en mars 2014 et en avril 2014. 3 fois sur 10, il y a de l'eau qui sort, ce qui permet de faire des jolis dessins. Voici de jolis dessins. La surface d'Europe, la surface de cailloux, des volcans actifs qui réchauffent tout ça, la calotte glaciaire, des fractures par lesquelles il sort de temps en temps de l'eau. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait de la vie là-dedans, mais pour aller la trouver, on a dit qu'il faudrait faire un forage de 10 km dans la glace, etc. Pour ça, on se pose là, on attend que ça sorte. Donc, on verra s'il y a des matières organiques, voire des bactéroïdes là-dedans. Ça rend beaucoup plus facile la découverte potentielle d'une éventuelle vie sur Europe que d'attendre qu'on ait la technologie nous permette de faire un forage de 15 km de long sur une banquise extraterrestre. Alors après Jupiter, Saturne. Alors Saturne a été étudié évidemment par voyageurs, mais surtout par Cassini, qui s'est mis en orbite autour de Saturne en 2004 et qui fonctionne encore pour au moins 1 an. Donc, les résultats de cette quinzaine dernières années sur Saturne, c'est fou. Alors, quelques vues des anneaux, quand même, pour se faire plaisir, c'est tellement beau. Enfin, ce n'est pas des astronomes comme vous que je vais faire apprécier les anneaux de Saturne. Ce qu'a fait Cassini, c'est qu'il les a analysés spectralement. Et on s'est aperçu que les anneaux étaient majoritairement faits, aux surprises, de glace d'eau. Alors, on le savait depuis la Terre, maintenant on le sait mieux, mais ce n'est pas toujours de l'eau. Quand c'est de l'eau pure, c'est bleu, avec ses compositions colorées, c'est bleu comme ça. Des fois, c'est absolument, il n'y a pas d'eau du tout. C'est de la matière organique, genre bitume. Et puis de temps en temps, vous avez un mélange un peu, quand c'est violet, c'est qu'il y a moitié eau, moitié matière organique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les niveaux riches en eau, les niveaux pauvres en eau ne se mélangent pas. Et il y a toute une physique que j'ai marqué quelle est l'origine de ce non-mélange extraordinaire qui explique ça. Alors là, il faudrait faire de la balistique, de la dynamique des solides, ce n'est pas ma spécialité. Mais là encore, l'eau est présente partout. Alors, Saturne a 7 satellites majeurs et plein de petits. Donc, vous les avez tous ici. Ces satellites, comme il se doit, des satellites majoritairement en glace. Et la structure interne théorique de ces satellites, alors ici c'est Rhea, vous avez un noyau de roches et de fer et un énorme manteau de glace avec, en plus, de l'ammoniac, du méthane, des hydrocarbures divers et variés. Pour se faire plaisir, quelques belles images de satellites de Saturne. Tétis, celui qui a un des plus gros cratères proportionnellement parlant par rapport à lui. Regardez la taille de ce cratère par rapport à la taille de Tétis. Mais je vais vous en montrer que 2 intéressants, c'est Titan et Encelade. Alors Titan, ça ira vite parce qu'il n'y a rien à voir au point de vue haut, mais il y a tout à voir au point de vue reste. Titan recouvert de nuages, on ne voit pas le sol. Toutes les images que je vais vous montrer ont été obtenues avec un radar. Cassini a un radar. Et avec le radar, on voit la surface de Titan. Il faut imaginer comme si vous voyez la surface de la Terre avec une transposition. Sur la Terre, vous voyez des rochers, c'est du caillou. Et vous voyez des lacs, des mers, des rivières, c'est de l'eau. Sur Titan, c'est exactement pareil. Sauf que les rochers, c'est de la glace, et les lacs, c'est du méthane. Mais vous transposez, c'est la même chose. Alors par exemple, ici, vous avez des champs de dunes. C'est du sable, mais du sable de glace, qui tourne autour de montagnes de glace. Là, vous avez des montagnes de glace. Là, vous avez des lits de rivières asséchés. C'est l'équateur et c'est en plein été. Donc, le lit de rivière est sec, mais quand il y aura de l'eau, enfin du liquide qui coulera, ce sera du méthane. Et au niveau des pôles, quand on est passé, il faisait très froid, et il y avait des lacs. Vous avez des lacs très découpés, comme des beaux lacs de montagne. Mais c'est des lacs d'un mélange 95% de méthane et 5% d'éthane, pour simplifier. Voici une photo du 2e plus grand lac de Titan, qui fait quand même 500 km de long, un quart de la France, qui est alimenté par des rivières. Là, les rivières coulent, elles sont noires. Et vous avez des îles très découpées et tout ça. Et tout ce que vous voyez qui n'est pas noir, c'est de la glace. Alors voilà à quoi pourrait ressembler, c'est un dessin d'artiste, évidemment un paysage polaire de Titan, des montagnes de glace d'eau, alors salies par des macromolécules organiques, un peu comme une côte bretonne après une marée noire, vous voyez.
et des rivières et des lacs d'hydrocarbures légers, méthane et éthane à moins 190 degrés. Alors, comme le méthane et l'éthane liquides sont très bons solvants organiques, on peut supposer que dans ces lacs se développent des lacs de méthane à moins 190 degrés. Se développe toute une chimie organique complexe, et pourquoi pas plus. Mais pour l'instant, on n'a pas de données. Mon satellite préféré, Encelade. Alors, il n'est pas gros, 500 km de diamètre. Une surface ahurissante, avec des plis, des bosses, des fractures et tout ça. Et tout ce que vous voyez, c'est de la glace. Et on a découvert en novembre 2005 qu'il y avait des geysers actifs qui sortaient et qu'il y avait donc des jets de choses qui sortaient essentiellement du pôle sud en ce moment. On a pu analyser ces choses, c'est du givre d'eau. C'est-à-dire qu'il sort de la vapeur d'eau. Évidemment, dehors, il fait moins 190 degrés. Tout de suite, elle gèle. Vous avez des panaches de givre d'eau qui sortent. Alors, ça permet de faire des super belles photos. Ça sort par des fractures. Vous avez des grandes fractures, comme ça. C'est par ces fractures que sortent ces geysers d'eau. Alors là, il faut bien les regarder, parce que c'est le pôle sud, et la nuit tombe, et la nuit polaire. Et il ne fera jour que dans 20 ans, maintenant. Dans 20 ans, Cassini ne marchera plus. Donc déjà, il y a la moitié de la fissure là qui est à l'ombre. On voit le haut des panaches, l'autre moitié qui est dehors, qui est au jour. Là, c'est une autre photo qui a été prise en 2010, sous un autre angle. Vous voyez ces énormes geysers. Et maintenant, tous ces geysers sont dans la nuit. Donc, pas de nouvelles photos. Alors, la structure interne d'Europe, ça doit ressembler à peu près à ça. C'est un dessin NASA. Un mélange fer, silicate hydraté, tout ça. Un océan, particulièrement épais au niveau du pôle sud, alimenté par du volcanisme sous-marin. On a pu déterminer, par des méthodes analytiques de la vapeur, que l'eau devait toucher des silicates à au moins 90 degrés de température. Donc, il y a vraiment quelque chose de très chaud là-dessous. Et il y a des fractures, et la vapeur sort là-dedans. Alors, y a-t-il de la vie dans les océans d'Europe? On ne le sait pas. Dans Encelade, encore moins. Nul ne le sait. Mais Cassini a traversé un de ces panaches et a pu analyser avec un spectre de masse les molécules qu'il y a dedans. Et il a trouvé des tas de molécules. Ça, c'est les masses atomiques. Grosso modo, il y a des molécules en C1, en C2, en C3, en C4, en C5, en C6. Plus loin, ces capacités analytiques ne permettent pas d'identifier. Mais C6, pour simplifier, c'est le glucose. Donc peut-être que cette eau, elle est sucrée. C'est une image. Il y a plein de molécules organiques, c'est-à-dire qu'il y a une organosynthèse dans l'océan d'Encelade. Il se fabrique des molécules organiques. Alors, je n'ai pas dit la vie, il se fabrique. Alors tout ça permet de revoir la notion très classique, trop imparfaite de la zone habitable. À chaque fois qu'on trouve une nouvelle exoplanète, les journalistes disent « Ouais, c'est pas intéressant, elle n'est pas dans la zone habitable. » Ou « C'est intéressant, c'est dans la zone habitable. » Vous avez tous entendu ça. C'est absurde. Encelade n'est pas dans la zone habitable. Il est tout à fait possible qu'il y ait de la vie. Les gens, au lieu de dire zone habitable, ils devraient dire zone habitable en surface. La vie n'est pas qu'une question de surface. Il y a des tas de bébêtes, de bactéries qui vivent à 3000 mètres de profondeur sous les calottes de glace en Antarctique, dans le lac Vostok où il y a plein de lacs. Et donc, il faut dire zone habitable en surface. Et si on est en dehors de la zone habitable en surface, il suffit qu'il y ait de l'eau liquide en profondeur et c'est habitable aussi. Ce qui ne veut pas dire habité. C'est potentiellement habitable. Est-ce habité? Ça, je n'en sais rien. Alors, au-delà de Saturne, il y a Uranus, Neptune. Rien de nouveau. Uranus a été visité en 86 par voyageurs. Neptune en 89, toujours par le même voyageur. Et rien n'est prévu pour aller là-bas avant je ne sais pas combien de temps. Sachant que si on décide de faire une mission, il faut 10 ans pour la mettre au point, au moins 10 ans de voyage. Donc même si Trump, éclair de lucidité, disait « Tiens, je vais aller explorer Uranus et Neptune », pour y déporter les Arabes, les Noirs, les homosexuels, tous ceux qui le gênent, il va les mettre là-bas, il faut qu'il attende quand même 20 ans avant de s'en débarrasser. Donc, j'ai rien à vous dire à propos de... Alors, au-delà, il y a Pluton. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose sur Pluton, parce qu'il est déjà 13h02. Je ne vais pas user et abuser du quart d'heure supplémentaire que m'a donné
Patrick, c'est pas Patrick, c'est Eric. Parce que surtout que François Forget, à 15h30, va faire une conférence dans cette même salle sur Pluton. Donc il aura droit à 1 heure sur Pluton, alors je vais vous en parler que 5 minutes. Donc Pluton, c'est le premier découvert, 1930, et un des 2 plus gros objets de la ceinture de Kuiper, ex aequo avec Iris à peu près. La surface est entièrement glacée. Mais c'est des glaces de nature diverses et variées. Il y a de la glace d'eau, de la glace d'azote, de la glace de monoxyde de carbone, de la glace de méthane et tout ça. Alors chimiquement, New Horizons a fait des études spectrales. Alors si on regarde l'eau, là où c'est gris, c'est qu'il n'a pas trouvé de bande spectrale de l'eau, de la glace d'eau. Et là où il y a une couleur qui n'est pas le gris, c'est qu'il y en a plus ou moins. Quand c'est bleu foncé, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand c'est vert, c'est qu'il y en a plus. Donc, malgré tout, il y a pas mal d'eau à la surface, mais il y a quand même des endroits où il n'y a pas d'eau. Alors là, c'est la répartition du méthane, de l'azote et du monoxyde de carbone. Donc la surface de Pluton, c'est un mélange inégalement réparti de ces glaces diverses et variées, avec en particulier cette grande tache que vous avez ici, qui est toute lisse, toute belle, toute blanche, qu'on appelle Sputnik Planum. Et Sputnik Planum, il n'y a pas d'eau, mais il y a du méthane, de l'azote et du monoxyde de carbone. Alors, les régions les plus riches en glace d'eau, qui sont en rouge sur cette composition colorée, cette fausse couleur, c'est ça qui forme les montagnes. Quand il y a des hautes montagnes, les Norgay Montes font 3500 mètres d'altitude, c'est de la glace d'eau au moins en bas. Et c'est logique. À moins 230 degrés, la glace d'eau, c'est dur comme de la roche. Et on peut faire une montagne de roche, et on peut faire une montagne de glace d'eau. Si vous prenez de la glace d'azote, à moins 230 degrés, ça coule un peu comme les glaciers terrestres. Donc, vous ne pourriez pas faire de hautes montagnes, parce que ça s'étalerait, comme la mer de glace qui descend du Mont Blanc. La glace, ça ne va pas s'empiler sur le Mont Blanc. Donc, les hautes montagnes sont faites en glace d'eau. Alors là, c'est trop beau, c'est toujours le Menorgay Mountain, ces hautes montagnes en glace d'eau. Et au pied, vous avez cette grande plaine, Sputnik Planum, qui est essentiellement en glace d'azote. Donc là, la glace d'azote, ça flue, ça fait une belle surface horizontale qui vient mouler, comme la mer moule les côtes bretonnes. Là, vous avez la Sputnik Planum qui moule les côtes de Norgay Mountains. Et puis vous avez en prime cette extraordinaire atmosphère de Pluton avec ses strates extraordinaires. Alors, vous avez des montagnes de glace. Et j'ai parlé de mer de glace tout à l'heure, c'est la glace qui coule sur les vallées. Ben, vous avez dans les montagnes de glace des glaciers d'azote sur Pluton qui coulent et qui descendent. Vous avez ici des glaciers d'azote qui vont alimenter, entre autres, cette grande mer d'azote liquide. Alors il n'y a pas que les glaciers qui l'alimentent, il peut pleuvoir, enfin neiger, tout ça. Mais là, des montagnes de glace avec de glaciers d'azote qui coulent. Là encore, on m'aurait dit ça il y a 2 ans. On va avoir des glaciers d'azote couler sur des montagnes de glace sur Pluton. Je leur disais pas n'importe quoi. Et puis, évidemment, il y a les comètes, qui ont été la reine avec Pluton de ces 3 dernières années, qui viennent soit de la ceinture de Kuiper, ce qui est le cas de notre comète Churyumov-Gerasimenko, soit du nuage de Oort. Alors, on connaissait déjà des comètes qui avaient été explorées au XXIe siècle. On oublie toujours, hein, l'ESA est très forte pour faire cocorico très fort, en disant c'est la première fois que, c'est la première fois que, c'est la première fois que, c'est la première fois qu'ils se posent, qu'ils se mettent en orbite autour. Mais on avait quand même survolé 3 comètes au XXIe siècle, Will 2, 2004, Temple 1, 2005, et Hartley 2, 2010. Mais alors, évidemment, Churyumov-Gerasimenko, ce n'est pas un survol, c'est une mise en orbite. Ça, c'est assez extraordinaire. Et je vais vous montrer quelques photos, parce que là encore, il y aura 2 conférences réservées comètes, une à 14h30 en salle Louis Armand, en face, et une à 18h30 ici même. Donc, ceux qui veulent tout savoir sur les comètes doivent rester absolument toute l'après-midi ici. Alors voilà donc une comète, c'est, pour simplifier, une boule de glace, qui, quand elle est loin du Soleil, ne fait rien, et quand elle s'approche du Soleil, se sublime, et ça fait des jets de vapeur que l'on voit. Alors, la sonde Rosetta donc, a suivi la comète d'août 2014 à septembre dernier.
Et alors, en septembre 2014, on se rapprochait du Soleil. Il y avait un beau jet de vapeur qui sortait d'ici. 2 mois plus tard, le jet de vapeur qui sortait d'ici sort toujours, mais il y en a d'autres qui sortent. On se rapproche du Soleil, la température de surface augmente, et il y a des jets de vapeur qui sortent. Je pense qu'un de mes 2 compères de cet après-midi vous expliqueront la dynamique et la mécanique de sortie de ces jets de vapeur. Alors, ces jets de vapeur sortent par des trous, entre guillemets. Là, vous avez une photo du 24 octobre 2014, il ne sort rien de ce trou-là. Là, c'est une autre photo, pas tout à fait sous le même angle, mais il sort quelque chose de ce trou-là. C'est assez difficile. Là. Il y avait un gros problème avec la sonde Rosetta, c'est que l'ESA communiquait mal ses photos en direct, contrairement à la NASA. La NASA donne le jour J, toutes les photos du jour J-1. L'ESA donnait de temps en temps, quand ça plaisait à monsieur le PI, X ou Y, qui travaillait en Allemagne. Alors, et les photos n'étaient souvent pas très bien localisées. Et pour faire ces photos, j'ai dû bricoler, savoir si c'était... C'était beaucoup plus difficile de travailler avec les données ESA en direct que de travailler avec les données NASA en direct. Alors maintenant, toutes les photos deviennent disponibles avec 2 ans de retard. C'est mieux que pour Mercure, on sera parti avec 20 ans de retard si on part. Alors là, c'était une animation. C'est 3 photos qui ont eu lieu le 29 juillet 2015. Et là, vous avez de dégazage normal, puis paf, un gros jet qui sort comme ça. Les 3 photos étaient prises à 13h06, 13h24 et 13h42. Là, pareil, c'est le 12 août 2015, on est quasiment au périhélie. Là, vous avez 16 photos et vous avez un énorme jet. Donc, voilà, le dégazage n'est pas du tout homogène. Et ça, c'est des résultats extraordinaires de l'ESA. On peut la critiquer, mais qui bene amat, bene castigat, vous connaissez le proverbe latin. On châtie bien quand on aime bien. Alors, des résultats commencent à sortir, des résultats que j'ai publiés dans les grandes revues internationales. Ici, vous avez la composition chimique de la vapeur qui sort de la surface de la comète. C'est des résultats qui ont été publiés, j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit, en début 2015. Généralement, quand c'est bleu, c'est qu'il sort beaucoup de vapeur d'eau. Les gaz qui sortent, c'est 5 fois plus de vapeur d'eau que de composés carbonés, un mélange CO-CO2. Mais il y a une zone ici, qui est marquée en rouge, où il sort 2 fois plus de composés carbonés, CO-CO2, que d'eau. C'est-à-dire que la surface ou la subsurface de la comète est hétérogène, puisqu'il sort ici, je ne peux pas vous dire pourquoi, beaucoup moins d'eau qu'ailleurs. Alors, la sonde a mesuré la quantité de dégazage. La comète perd de l'eau à chaque fois. Alors, au début, quand on est arrivé, elle perdait à peu près 60 tonnes d'eau par jour, ce qui fait 0,5 kg par seconde. Quand elle était au périhélie, elle perdait 70 000 tonnes d'eau par jour, ce qui fait quand même 800 kg d'eau, 800 litres d'eau perdus par seconde. Donc, forcément, une comète comme ça, en quelques milliers d'orbites, elle va complètement disparaître. Une comète avec une orbite comme ça, il n'y a pas longtemps qu'elle est sur cette orbite-là. Et en plus, on a pu mesurer qu'elle sortait beaucoup d'eau, mais en gros 3-4 fois plus de poussière que d'eau. Donc ce qui sort, l'eau, c'est le propulseur, mais le gros de la masse qui est évacuée, c'est des poussières. Et ça a fait beaucoup de bruit. Isotopiquement, qu'est-ce que c'est que cette eau des comètes? Alors, on connaît le rapport deutérium, hydrogène lourd sur hydrogène léger de la Terre. Il est là. Et il y a 2 candidats pour l'arrivée de l'eau sur Terre. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Certaines chondrites, certaines météorites, ou les comètes. Alors, on connaît très bien l'eau des météorites, et il y a certaines météorites qui ont exactement la bonne composition isotopique. L'eau de la Terre peut provenir de ce type de météorites-là. Et puis, on connaissait des comètes qu'on avait pu analyser à distance, mais qui étaient suffisamment passées assez près pour que les raies spectrales permettent de séparer. Et on connaissait 2 familles de comètes. Les comètes venant du nuage de Oort, où ce n'était pas bon comme rapport isotopique. Et puis des comètes qui venaient de la ceinture de Kuiper, où on n'en connaissait que 2 qu'on avait pu analyser, où ça ressemblait beaucoup à la Terre. Alors on disait, l'eau de la Terre, ça vient soit de chondrites, météorites particulières, soit de comètes type comète venant de la ceinture de Kuiper, qu'on appelle comète type Jupiter. Or, la comète Churyumov-Gerasimenko est une comète de type Jupiter. Donc, on pensait avoir un 3e point,
mais elle analysait avec une grande précision, qui serait voisin de ces points roses et non pas voisin de ces points rouges. Et la patatrac, notre comète, c'est la plus lointaine, et c'est ce qui a fait dire aux journalistes, l'eau de la Terre ne vient pas des comètes. Non, l'eau de la Terre ne vient pas de comètes type Churyumov-Gerasimenko. Alors, ça montre que on n'a pas tout compris la géologie des comètes, on n'a pas tout compris l'orbite des comètes. Il y a encore plein de travail à faire. Payer des impôts pour favoriser la recherche spatiale. Il y en a qui applaudissent. C'est rare que je fasse applaudir quand je dis payer des impôts. Mon avant-dernière diapositive, parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes pour obéir à Eric. En plus que de l'eau, Rosetta a détecté tout un zoo de molécules variées. Elle aurait dû en détecter beaucoup plus si Philae s'était posé normalement et non pas dans un coin abominablement ombragé. Et voici donc, là c'est un truc que j'ai trouvé dans le site de l'ESA, le zoo des molécules cométaires. Alors il y a tout, vous pouvez lire. Hein. J'en ai encadré quand même 2. J'ai encadré la glycine. C'est le plus simple des acides aminés. Donc, on savait qu'il y avait des acides aminés dans les météorites. On savait qu'il y en avait dans la comète Wild 2, parce qu'on en avait ramené un petit morceau, une petite poussière. Il y en a dans la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc, des acides aminés dans les corps extraterrestres, ça a l'air d'être banal. Et puis, parce que ça va être l'heure de l'apéritif, j'ai entouré l'alcool éthylique, parce que ça va être l'heure. Voilà, c'est sur cette très rapide donnée sur Pluton et Choury, évidemment très rapide, parce qu'il va y avoir des conférences dédiées qui vont suivre, et en trinquant avec l'alcool qu'on vient de découvrir là-haut, que se termine ce voyage à la recherche de l'eau dans le système solaire. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu et que vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons pour votre premier abonnement 3 hors-séries indispensables pour débuter en astronomie cet été. Pour bénéficier de cette réduction, renseignez le code 3H série au moment de votre souscription à un abonnement papier.